Merci. Comme il ne nous reste pas énormément de temps, je préfère qu'on prenne la salle et que tu réagisses globalement. Donc, je voulais savoir qui voulait intervenir en attendant que les doigts se lèvent. Je voulais faire une remarque qui m'a personnellement beaucoup frappée. J'avais organisé il y a quelques années un grand colloque sur régénérer les grands ensembles, donc qui vous a permis de produire cet ouvrage que nous mettons à votre disposition. Et qui portait essentiellement sur l'action spatiale. Donc avec des contributions allemandes, anglaises et espagnoles, on a fait un tabac, on avait 600 personnes. Et puis ensuite, dans le cadre des 5 à 7, j'ai fait 3 séances autour de plutôt l'action sur les hommes, avec les favelas d'une part, le Bronx, avec on a eu la chance d'avoir, je dirais, la diva du Bronx, et puis aujourd'hui. Et on a beaucoup moins de monde. Donc c'est quand même très frappant, c'est-à-dire que les acteurs de la ville s'intéressent infiniment moins à ce qu'on vient de raconter qu'à l'action spatiale. En tout cas, c'est ma propre expérience d'organisatrice de débats et d'ouvrages sur ces questions. Je pense que c'est une remarque qui peut alimenter nos réflexions. Alors qui, parmi vous, oui, Jean-Luc Poitvin, qui est aménageur, donc ce serait intéressant aussi qu'il réagisse sur le rôle de l'aménageur. Est-ce que Laurence pourrait passer le micro ? Laurence. Moi, je ne veux pas faire part de mon expérience, mais simplement une première question pour éclairer un peu ce que tu disais, Gilles. C'est, tu nous as parlé, tu nous as donné une vision globale de l'Allemagne, c'était très important, et tu nous as expliqué ton expérience. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres expériences et quelle est l'importance de ce type d'action qu'il y a en Allemagne, justement, au niveau national, ce qui me paraît important pour savoir si c'est un cas isolé ou si c'est quelque chose qui fonctionne de façon plus générale en Allemagne. Alors, 2 choses que j'ai peut-être dites un peu trop rapidement avec un raccourci saisissant. Dans ce programme de la ville sociale, pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Jean Frébeau, c'est-à-dire ces 620 ou 630 quartiers programmes dans toute l'Allemagne, c'était la carte avec les petits points rouges partout. Dans tous ces quartiers-là, on met en place ce qui s'appelle un management de quartier. C'est-à-dire que c'est un bureau. Moi, mon association n'est pas le management de quartier. On a été à un moment manager de quartier. On est né du management de quartier, mais on s'en est détaché. Le management de quartier est en fait une plateforme, un acteur complètement indépendant qui est commandité par les communes, par l'État fédéral et avec de l'argent de l'Union européenne et qui n'a comme fonction que de mettre en place cette dynamique d'acteurs, c'est-à-dire obliger tous ces acteurs à travailler de manière transversale et non de manière sectorielle. C'est-à-dire qu'on fait une grande partie du travail consiste à identifier tous les acteurs qui agissent sur un espace donné, sur un quartier donné, et de les faire travailler et communiquer ensemble. Et on crée donc des tours de table excessivement originaux et excessivement hétérogènes, excessivement iconoclastes. Moi, je me souviens quand j'ai été manager de quartier entre 2002 et 2006 dans ce quartier-là, avant de devenir directeur de cette association. Je me souviens de l'arrivée du commissaire de police dans ce tour de table, alors qu'il y avait les street workers qui travaillent avec les jeunes dans la rue, les travailleurs sociaux de rue, qui ont failli se lever en disant « Nous, avec la police, on ne communique pas ». J'ai dit d'abord, vous allez vous asseoir, et puis avec la police, on va communiquer, parce que la police, elle est aussi payée par nos impôts, comme vous, c'est un autre acteur de l'État qui est payé par le contribuable, et je trouve absolument incroyable que des acteurs payés par le contribuable travaillent les uns contre les autres, et pas les uns avec les autres, dans un espace donné. Cette politique de restauration de la confiance, ça a duré très longtemps. Il a vraiment fallu faire la politique des très petits pas. Là, je le raconte avec un raccourci saisissant, je raconte 10 ans de travail en 30 secondes, mais ça a été vraiment très peu et très doucement, et c'est souvent né de la capacité de personnes individuelles à pratiquer cette transversalité. Sachant qu'en Allemagne, le crime de non-coopération avec les autres, c'est très grave. Il faut toujours discuter avec tout le monde. Pouvez-vous vous présenter ? Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, Claudine Bansette du Conseil national des villes. Ma première réaction, Madame Masbounji, c'est vous poser la question de savoir si les jeunes gens bénéficiaires ont changé. Est-ce que les professionnels ont changé ? Je pense que c'est la question qui s'adresse à nous ce soir. Enfin, je veux dire, ce qui me frappe beaucoup dans l'exposé qui nous est fait, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'éthique, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'engagement. Voilà. Et ça me renvoie à ma propre expérience, à l'expérience de nos équipes, à ce qu'on essaie de porter.
et la manière dont on te met en relation. Voilà. Ça me semble quelque chose. Alors, je vous remercie, parce que ce que j'ai entendu ce soir me renvoie à ce qui est un peu minoritaire et difficile chez nous, mais ce qui nous remet en parenté et qui me semble très important. Et puis l'autre chose, c'est de me dire que est-ce qu'on est dans l'urbanisme, est-ce qu'on est dans la maîtrise d'ouvrage, voilà. Est-ce que toutes ces classifications, quand on se pose la question d'un projet de ville, de la manière dont nous nous engageons, n'est pas dépassée, n'est pas à reconsidérer, à nous remettre un petit peu autrement dans d'autres configurations. Voilà, c'est les questions que je me pose. Moi, personnellement, bon, je travaille actuellement sur la question de radicalisation. Je trouve que faire ce passage entre ce que vous disiez, puisqu'on vit, n'est pas tout à fait en relation, enfin, je veux dire, immédiate. Hein, je veux dire, j'ai bien entendu ce que disait Jean, qui était membre du Conseil national des villes et que j'ai beaucoup fréquenté. Mais je trouve que c'est pas vraiment cette question-là qui se pose. La question qui se pose, c'est la question de la confiance que vous posiez, du droit qu'on donne à être dans une configuration politique et qui fait qu'on est acteur. Et voilà, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Voilà, que j'entends dans votre exposé, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, et qui n'est pas présent ni dans les dispositifs, ni dans les politiques publiques, ni dans la manière dont nous sommes en train d'agir. Je vais essayer de réagir parce que c'est à plusieurs étages. Je pense que c'est surtout le fait qu'il faut accepter qu'il n'y a pas une solution, mais il y en a beaucoup. Et il faut accepter que tous ces acteurs travaillent ensemble et peut-être bricolent, entre guillemets, une solution qui ne va pas être une solution applicable et réplicable. Et la chose principale qui peut-être ressortira de tout cela, tant que vous n'avez pas la confiance des acteurs locaux, et tant que vous n'avez pas une confiance qui est restaurée entre différents groupes de population, vous ne pouvez pas avancer. C'est pas possible, vous ne pouvez pas faire de projet. Il peut pas y avoir de projet, il ne peut pas y avoir de dynamisme. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler en dehors et des réglementations et des différents dispositifs qui sont là. Tout cela, après, sont les outils. Mais il ne faut pas faire de l'outil la chose principale. Il ne faut pas faire de l'outil le corps. Ça doit venir dans l'autre sens. C'est beaucoup plus un état d'esprit qu'autre chose. Oui, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Claudine Banset, parce que je retiens un mot qu'elle a utilisé, et je crois que nous partageons ici, c'est le mot engagement. Je pense que face aux défis de notre société actuelle, qui est en crise, aux fractures, nous, professionnels, on ne peut pas se contenter de répondre à une commande, qui est parfois pertinente, parfois moins, parfois réductrice, et de décliner les fondamentaux de notre métier. Il faut qu'on essaye aussi d'inventer des réponses renouvelées. Et nous sommes aussi tous des citoyens, et quand on constate ces situations dans les quartiers, dans notre société, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors après, il faut le négocier avec les politiques, avec tous les partenaires. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous ont essayé de le faire. Donc cette question de l'engagement, je pense qu'elle est vraiment au cœur de notre débat de ce soir. Oui, bonsoir, Bruno Boilou, cabinet d'avocats LLC, qui travaille beaucoup avec les acteurs de la ville, communes, aménageurs, etc. Et j'étais adjoint moi-même au maire d'une grande ville de la région parisienne, et j'étais en charge de l'enfance et de la jeunesse, donc je connais bien ces problématiques qui aujourd'hui, les actions que vous conduisez sont du ressort des villes, et presque exclusivement des villes, qui doivent se débrouiller avec leurs propres moyens, plus ou moins importants selon la richesse des communes, et qui conduisent des actions assez semblables aux vôtres. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien de cette nature en France. Il y a beaucoup de choses qui se font avec le soutien scolaire, avec les centres de loisirs, avec les colonies de vacances, avec l'aide des associations, avec des résultats difficiles, parce qu'il y a dans votre tableau très intéressant de la société allemande, vous avez dressé quelque chose qui manquait, c'est cette aptitude des Allemands à respecter les règles de vie collectives, qui n'existent absolument pas en France au même degré, et qui fait que, par exemple, mais c'est caricatural, mais on ne traverse pas
une rue en Allemagne lorsque le feu piéton est rouge, alors qu'en France, naturellement, c'est une incitation à traverser. Et on peut décliner cet exemple à l'infini, ce qui veut dire que les populations qui arrivent en Allemagne très rapidement, même si c'est parfois avec difficulté, acceptent ces règles de vie communes qui ne sont pas acceptées en France, avec les résultats qu'on connaît d'irritation des populations sur la délinquance du quotidien, qui est d'un rapport de 1 à 10 entre la France et l'Allemagne. Mon sentiment, c'est que, et je voudrais que vous me répondiez à cette question, c'est qu'en France, on est confronté à un problème de masse et de concentration spatiale de population qui est plus forte peut-être encore qu'en Allemagne, et que par conséquent les acteurs de la vie publique ont une difficulté particulière à résoudre ce problème, avec deux phénomènes que vous avez cités en partie, l'absence totale d'aspirateurs économiques pour créer des emplois dans des zones en difficulté, et d'autre part un modèle d'école qui lui-même est complètement dépassé et totalement inadapté avec ces populations qui sont au plutôt enclines à aller vers le monde du travail, qu'à aller vers un modèle scolaire qui est celui des enseignants qu'ils ont construit pour eux-mêmes et qu'ils continuent de reproduire. Merci. Est-ce que donc j'aimerais après avoir le micro ici au deuxième rang et ici au troisième rang. Donc Gilles, réponse. La concentration de population, elle est à peu près en Allemagne. Il y a beaucoup d'endroits où elle est très comparable avec celle de la France. Je pense que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il n'est pas là. Il est que en Allemagne, les règles du jeu sont beaucoup plus claires, et que je reviens là-dessus parce que je pense que c'est fondamental. L'histoire de la migration en Allemagne et en France est très différente. Et ça, c'est un fil rouge. On est beaucoup moins, moi ça me frappe énormément, la différence entre la France et l'Allemagne, on est beaucoup moins dans la vindicte en Allemagne, beaucoup moins. On est beaucoup plus, ça ne veut pas dire que tout fonctionne bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des heurts, mais on est beaucoup moins dans une récrimination permanente qui soit de part et d'autre d'ailleurs. Et ça, c'est un climat qui permet un dialogue beaucoup plus facile. Et ce qui ne veut pas dire que tout n'est pas rose. Vous avez effectivement un système scolaire qui fonctionne aussi sur trois pattes, vous avez aussi des tas de choses qui ne fonctionnent pas bien, mais l'Allemagne, il là aussi, je me répète par rapport à tout à l'heure, a fait un choix que la France n'a peut-être pas encore fait, qui est le choix du travail à grande échelle, même s'il est peu rémunéré. Parce que vous avez beaucoup de gens qui sont, même s'ils ne le sont que à la petite semaine, ou enfin... Et puis c'est un pays industriel, et il y a une fierté de l'industrie. Moi, tous mes jeunes n'ont qu'une seule idée dans la tête, c'est faire un stage chez Mercedes. Ils n'ont pas l'idée d'aller faire la révolution, c'est pas du tout d'aller jeter des pavés. Ils ont l'idée de dire, qu'est-ce que je peux faire pour aller travailler chez Mercedes, chez BMW. Et sur la concentration, je pense que si vous allez dans certaines villes de l'Aro, si vous allez à Duisbourg, ou si vous venez à Neukölln, ou si vous allez à Kreuzberg, n'oubliez pas que Berlin, c'est la ville turque du monde la plus importante en dehors de la Turquie, où il y a plus de 140 000 personnes d'origine turque qui habitent dans cette ville. Donc la concentration, c'est... Et puis des concentrations par quartier. Moi, dans le quartier où je travaille, les gens d'origine allemande sont maintenant vraiment très minoritaires. Et puis surtout, ce sont ceux qui n'ont pas d'enfants, ils sont beaucoup plus âgés, donc les enfants, ils sont à 98% d'origine turque ou d'origine libano-palestinienne. Emmanuel Moulin, grâce auquel je connais Gilles, qui était un fonctionnaire français prêté à l'Allemagne. Merci. Complètement hybride. Bonjour. Je suis très content d'écouter aujourd'hui Gilles, d'abord, un petit mot personnel. Ensuite, je suis le directeur du secrétariat d'Urbact, un programme urbain européen qui met en réseau les villes en Europe pour travailler sur les axes essentiels d'approche participative pour construire les politiques publiques et les mettre en œuvre. Donc, peut-être un premier point, c'est que je pense que ce que tu as dit en mettant en relief les spécificités de l'Allemagne par rapport à la France, moi je pense que c'est important d'écouter ça, mais en même temps de le prendre très au sérieux, ces différences, et en même temps considérer qu'effectivement, globalement, tous les pays européens sont confrontés à cette même situation, qu'il faut intégrer 1 million de personnes par an, à peu près en Europe, par rapport aux problèmes démographiques, etc. Donc c'est un sujet
absolument fondamentales qui touchent l'ensemble des pays et pour lesquelles l'ensemble des villes dans l'ensemble de ces pays sont confrontées exactement aux problématiques que tu as soulevées et que Jean a repris par rapport à Lyon, en disant en gros, la mixité, c'est pas simplement un problème quantitatif dans un quartier donné, mais ça va beaucoup plus profond et je trouve que ta démonstration est extraordinaire là-dessus. Combien on doit aller profond dans ce travail sur les rapports sociaux pour vraiment toucher le cœur du sujet. C'est un peu là-dessus qu'on travaille, donc j'y suis vraiment sensible, quoi, hein. On a travaillé notamment avec Berlin, avec plein d'autres villes, donc je suis vraiment sensible à ça. Et en même temps, je me pose une question qui est la suivante, c'est en fait, est-ce que tu es un cas particulier? Je veux dire, au sens où ta passion, ton savoir-faire, ton ancrage, enfin j'arrête là-dessus, mais je dirais fait que tu n'es absolument pas duplicable, ou est-ce qu'on peut vraiment espérer que, au travers de programmes d'action, de formation, ce que nous on fait notamment, on puisse arriver à un niveau critique tel qu'on puisse travailler dans la dentelle telle que tu le fais à grande échelle dans beaucoup de villes en Europe? Voilà ma question. Merci Emmanuel, c'est une très bonne question. J'y répondrai de façon très courte. Tout est duplicable. Ce n'est qu'une question d'argent. J'ai reçu dans ce bureau, je ne sais combien de dizaines d'élus, de maires, de responsables politiques de toute l'Allemagne, en voyage d'études et en ceci et en cela, qui avaient tous des cœurs dans les yeux. Je leur raconte, on montre, on visite, etc. J'explique comment ça fonctionne, j'explique la dimension socio-spatiale. Je dis, vous savez, c'est comme une pièce de puzzle. Vous pouvez acheter la pièce de puzzle, ça peut marcher ailleurs. Ça coûte, tous les ans, entre 150 000 et 200 000 euros. À partir du moment où tu as dit ça, il n'y a plus personne. Parce qu'il faut payer tous les ans. Il faut mettre une subvention de fonctionnement à disposition. Et il n'y a qu'une seule chose qui soit la peste sur Terre aujourd'hui, c'est mettre en disposition une subvention de fonctionnement dans la durée. Parce que je leur dis, c'est pas fait pour être financé 1 an, 2 ans, 3 ans, vous faites ça 25 ans, avant d'en avoir véritablement un taux de retour sur l'investissement. Le nœud gordien, il est là. Il n'est pas du tout dans, c'est pas duplicable. Moi, je connais mieux l'Allemagne que la France, mais sur la France, je suis sûr qu'en faisant un petit peu un tour des régions, on trouvait véritablement. Je connais en Allemagne, et même déjà rien qu'à Berlin, 5 ou 6 quartiers où ce serait totalement faisable. Moi, les gens pour diriger ce truc-là, je les coach et ça se monte. Il n'y a aucun problème. C'est complètement duplicable. Le modèle a été fait pour être dupliqué, pour pouvoir fonctionner ailleurs. C'est un problème que l'argent, pour faire ça, c'est une action tellement transversale et le monde est tellement sectoriel que c'est jamais le bon poste, c'est jamais la bonne ligne de crédit, c'est jamais le bon subventionnement, c'est pas de l'argent de l'Europe parce qu'il faut cofinancer et que personne ne peut cofinancer, ça peut se faire que par des toutes petites structures et donc finalement nous on en est réduit au fait de vivre d'argent de fondation, d'argent de dons privés, d'argent de différentes manifestations qu'on organise, de membres. Et c'est très précaire, c'est excessivement précaire. Cette association ne sait jamais, on est un petit peu comme les intermittents du spectacle, on ne sait jamais si on va passer l'été ou passer l'hiver. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et ça n'est pas stabilisable. C'est absolument fascinant. C'est-à-dire que j'ai vraiment creusé le thème du financement dans vraiment beaucoup de domaines. Et tu t'aperçois que le monde et les structures du financement telles qu'elles sont aujourd'hui ne sont pas faites pour porter ce genre de structure locale dans la durée. Ça ne le fait pas. Sinon, tu connais très bien Gilles, il n'est pas duplicable. Tu aurais pu y répondre. C'est toujours quand même des personnalités extraordinaires qui font des choses extraordinaires, mais ce qui serait dommage, c'est que les systèmes ne s'en emparent pas. Et c'est un peu l'objectif de ce 5 à 7, un des objectifs, c'est qu'on imagine comment ça peut perdurer et comment ça peut faire école. C'est vraiment le but, donc Jean-Pierre Charbonneau. Et puis après, il y a une personne derrière qui demande la parole depuis assez longtemps. Jean-Pierre. Oui, depuis, j'ai été responsable des maquettes, ça fait très longtemps à Vénissieux, on s'est rencontrés d'ailleurs à cette époque, et je pense que depuis ce temps-là, beaucoup de choses ont été faites plus ou moins bien, avec des résultats plus ou moins bons. Tu as parlé tout à l'heure de la Duchère, qui est toujours sur le territoire du Grand Lyon. Les Minguettes, à une époque, on avait une séparation d'un côté la dimension sociale et de l'autre côté l'urbain. Peu à peu, les choses se sont un peu reconnectées. Ça renvoie à des dimensions politiques, à des dimensions d'organisation. Je pense que c'est quelque chose dont il faut parler, c'est-à-dire que connecter ces deux approches, c'est une organisation particulière, ça ne se fait pas n'importe comment.
Ça renvoie, vous avez parlé du temps, ça renvoie à la légitimité de l'action. J'ai travaillé aussi à Saint-Denis. Il y a des directeurs de quartier à Saint-Denis qui travaillent de manière fine avec ceux qui s'occupent de l'urbain. À Montreuil, il y a des directeurs de quartier et on a monté les petits espaces publics autrement, qui est une manière de travailler sur des petits lieux avec une organisation très fine. Vous avez décrit une organisation très fine. Je pense que c'est une autre manière de faire de l'urbanisme qui est obligée aujourd'hui, qui demande une organisation fine et des gens et des budgets. Il me semble que dans les quartiers de grands ensembles, dans la politique de la ville, on a des budgets. Dans les autres quartiers, on n'en a pas. Mais pour moi, aujourd'hui, il faudrait travailler dans tous les quartiers de cette façon, avec plus ou moins d'application, mais probablement dans tous les quartiers. Et l'enjeu est encore plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'était, ça fait 10 ans. C'est pas une question. Hein. Non mais là, vous me faites penser à quelque chose que je n'ai pas dit et qui est fondamental. Pour travailler sur l'urbain, et surtout on parle beaucoup, c'est un petit peu la tarte à la crème, toujours la participation des habitants, etc. La participation des habitants, on sait très bien comment ça se passe dans la plupart des cas, et des habitants qui sont des habitants professionnels, et qui sont toujours les mêmes, et on a beaucoup de mal à toucher justement les populations qu'on aimerait toucher, notamment les populations d'origine migrante, quelle que soit leur provenance de migration d'ailleurs. Et il y a une méthode qui est peut-être le bon fil rouge. Vous ne toucherez ces populations que si vous touchez leurs enfants. Pourquoi est-ce que nous, on arrive à toucher les adultes? Parce qu'on fait quelque chose pour les enfants. Et on peut faire, je pourrais totalement organiser un workshop sur l'avenir du quartier, sur la restructuration de l'école, etc. Et j'aurai l'oreille de toutes ces familles qui viendraient, tout simplement parce qu'elles connaissent le système qui a aidé leurs enfants. Et c'est pour ça que l'école me paraît absolument fondamentale. L'école aujourd'hui achoppe, non pas parce qu'elle est plus mauvaise qu'autre chose ou parce qu'il y a d'autres difficultés, mais qui ne sont pas le débat de ce soir, mais tout simplement parce que l'école, on n'arrive pas à l'ouvrir à des activités connexes pour une chose très prosaïque et très simple à laquelle moi je me suis heurté aussi quand on a créé l'orchestre d'enfants, ce sont les heures de travail du concierge. Quand le concierge n'est pas là, l'école est fermée. Et vous ne pouvez pas faire une répétition d'orchestre le lundi soir à 6h30 parce que le concierge, il n'est pas là. Ce sont des choses très simples qui cassent complètement toutes les idées qu'on peut avoir et qui permettraient justement de mettre l'école beaucoup plus au cœur de la vie des quartiers. Il est 19h, j'ai l'habitude de tenir les temps même si on commence en retard. Donc il y a plusieurs demandes de prise de parole. Si vous en êtes d'accord, on prolonge de 10 minutes, sinon on s'arrête. Et j'imagine que vous êtes d'accord pour qu'on prolonge de 10 minutes, mais à ce moment-là, il faudrait que les questions soient extrêmement courtes et les réponses aussi pour pouvoir satisfaire les demandes de prise de parole. Allez. Oui, bonjour. Cécile Ernst, en fait, je suis... pardon, vous m'entendez mieux là parce que donc je suis adjointe au directeur en charge de l'enseignement et de la vie étudiante à l'École nationale supérieure de paysage. Et donc je ne viens pas du tout du monde de l'aménagement, mais du monde de l'enseignement. J'ai moi-même enseigné en lycée, en université, en classe préparatoire. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos débats parce que venant de l'enseignement, je suis arrivée exactement aux mêmes conclusions que vous, pour avoir travaillé quand même 7 ans en ZEP. D'accord. Et donc, en étant confronté à toutes ces questions, du vivre ensemble dans des classes où vous avez tout d'un coup 27 nationalités différentes. Donc, j'ai été très intéressée de vous entendre. J'ai une question à laquelle j'arrive tout de suite. Par ailleurs, je connais bien l'Allemagne, j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit dans ce sens-là. Ma question, c'est que quand vous êtes enseignant, confronté à ces questions du vivre ensemble, vous êtes confronté à quelque chose qui a été un petit peu évoqué sur la question de l'éthique, de l'engagement, etc. Mais qui, pour moi, a été une question extrêmement forte que vous n'avez pas du tout évoquée. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est sur quelle valeur vous vous fondez pour transmettre, finalement, ce que vous voulez transmettre. Quand vous dites qu'il faut apprendre à dire bonjour, il faut arriver à l'heure, etc. Quand vous êtes dans un environnement multiculturel, cette question-là, vous vous la posez. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'impose, qu'est-ce que je n'impose pas? Comment je travaille avec ces populations? Comment je fais passer ce message? Et je dirais une dernière chose, c'est que cette question-là, pour moi, elle est intimement liée à la question aussi de la démocratie. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, enfin, je ne veux pas aller plus loin, mais dans la question d'engagement, il y a la question de la citoyenneté. Et je pense qu'il me semble que c'est quand même quelque chose qui est au centre de ces préoccupations dans l'espace. Merci.
Oui, sur les valeurs, vous avez totalement raison. C'est toujours un petit peu le grand débat. Moi, on est un petit peu parti du principe, enfin, parce que moi, je le voulais aussi comme ça. Je voulais qu'il y ait aussi une culture du respect mutuel. Et du respect mutuel face à ces gens qui s'engagent bénévolement. Et être à l'heure, dire bonjour, au revoir, merci, se moucher le nez, se laver les mains avant de manger, c'est aussi du respect. Et c'est des choses sur lesquelles je ne discute pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait parce que je trouve que c'est... Et j'explique aux enfants et j'explique aux jeunes aussi quelle est l'attitude à avoir par rapport à quelle situation pour se trouver après, et ça c'est quelque chose qu'ils comprennent tout de suite parce qu'ils ont de la corde sensible de l'argent assez facilement, s'ils se retrouvent dans des situations de travail et dans des situations d'apprentissage. Et finalement, ce sont des choses qui se passent assez naturellement, mais sachant que la situation que nous vivons est totalement différente d'une situation de classe, parce que dans une classe, vous avez une dynamique de groupe qui est totalement différente. Moi, j'ai affaire beaucoup plus à des jeunes qui sont singletons. Donc, le rapport au groupe est totalement différent. Quand on gère un groupe et qu'on s'en va à la campagne pendant 4 jours, c'est autre chose. Et on y arrive, mais c'est aussi difficile. Mais c'est difficile, moins difficile quand on a mis véritablement des règles. Par exemple, quand on s'en va à la campagne 4 jours, moi je n'autorise pas qu'on emporte les portables. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de PlayStation, rien du tout. Et puis celui qui ne veut pas venir, ben, il ne vient pas. Et curieusement, on a toujours une liste d'attente de jeunes qui ont envie de venir. Parce que tout simplement, ils savent qu'on va faire autre chose, qu'on va aller faire du vélo, qu'on va aller se baigner, qu'on va aller à la mer, et c'est quelque chose qui les intéresse. Moi, je dis non, je ne veux pas les portables, parce que vous n'êtes pas là pour être sans arrêt sur votre outil informatique, vous êtes là pour qu'on parle ensemble. Et ce sont des choses finalement très, très simples et qui se mettent en place relativement naturellement. Oui, sur ce thème, je voulais juste rapporter un petit témoignage qui est d'abord qui rejoint notre sujet. En Grande-Bretagne, les aménageurs sont obligés de s'occuper de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi quand ils s'occupent d'un quartier. Et sur le quartier de Hulme à Liverpool, les responsables vous expliquaient que le plus important pour eux, pour rendre les jeunes employables, était de faire ce que fait Gilles. C'est-à-dire, ils disaient, leur apprendre des choses, c'est pas compliqué. Le plus difficile, c'est qu'ils arrivent à l'heure, c'est qu'ils respectent les règles sociales, qu'ils puissent tenir une journée de travail, ce qui n'est pas le cas. Donc c'était très intéressant, c'est une expérience d'aménageur extrêmement impliqué sur le social. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que ce que tu essayes de faire est tout à fait déterminant. Donc il y avait une prise de parole ici, je pense qu'on va en prendre 2, et puis c'est tout parce qu'il ne faut pas qu'on déborde trop sur les temps. Oui, Hervé Mauclair, je suis architecte urbaniste de l'État et ABF de Paris. Donc, et de départements périphériques de Paris où ces problèmes sont évidemment présents. Donc tout ça, je le connais, je le vois, je sens les efforts que vous faites, mais j'ai un regard complètement différent parce que je suis né au Maroc, parce que j'y ai grandi, parce que j'ai été jeune dans les rues de Casablanca avec des Juifs, avec des Arabes, parce qu'on allait tous à l'école, parce que tout ça se tenait ensemble, qu'il n'y avait pas de problème. Quels que soient nos liens, nos richesses, il y avait des pauvres, il y avait des fils d'ouvriers, il y avait des fils de... Et tous ensemble, ça marchait. Mais il y avait dans la rue, dans l'espace public, à l'école, du respect, de l'éducation qui venait de tout le monde. Alors, est-ce que le problème dont on parle aujourd'hui, c'est pas un problème plutôt de société, plutôt de consumérisme, plutôt d'une évolution d'un monde qu'on n'arrive plus à tenir, plutôt qu'un problème d'urbanisme? Voilà. C'est pas un problème d'urbanisme, c'est un problème surtout de vivre ensemble et de vivre dans des lieux qui mélangent des gens. Ça, je l'ai un petit peu dit au début, mais je l'ai dit très rapidement. Des gens qui sont venus de tous les horizons et qui n'étaient pas du tout faits et qui ont absolument aucun terreau commun. Et il s'agit de tisser et de créer cette espèce de terreau commun. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Cette espèce de... C'est ce qu'ont cru beaucoup, ce qu'on appelait le multiculti en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils ont cru tout le monde est beau, tout le monde est gentil, des gens du monde entier vont arriver, et tout va se résoudre avec un peu de mise en festival de la ville, avec 3 fêtes de quartier, etc., de tout le monde va se mettre à s'aimer. Moi, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis, il faut arriver à avoir un modus vivendi entre les gens, non pas pour qu'ils s'aiment tous les uns les autres, mais pour qu'ils se détestent suffisamment peu pour se tolérer dans le même espace. Si on arrive déjà à ça, on aura déjà fait un grand pas. Et
la mondialisation et les phénomènes migratoires auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, il n'y a plus de marche arrière. Parce que ce à quoi on assiste actuellement, tous ces gens qui quittent le monde du chaos pour aller vers le monde de l'ordre, il faut bien être clair dans nos têtes. On a beau inventer toutes les méthodes et tous les systèmes qu'on veut, ils ne repartiront pas. Donc, il faut inventer. On cherche, on tâtonne, vous avez complètement raison. Je ne sais pas si c'est plus du domaine de l'urbain, plus du domaine de l'éducation, plus du domaine de la société. Je pense que c'est un petit peu du domaine de tout. Et c'est ça qui rend le questionnement difficile. Sarah Madiavita, urbaniste, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la qualité des lieux quotidiens et notamment de la qualité qu'il fallait apporter, aussi bien dans le design, donc conception et le but. Je pense beaucoup à l'exemple de Paris où les espaces, les lieux quotidiens sont aménagés de façon préventive, toujours pour éviter à la fin, ce contact, on ne l'a plus entre les gens. Ce que vous produisez, si justement les gens se rencontrent, il y a de la friction, on en sort quelque chose. Je voulais savoir pour Berlin, quel discours usez-vous notamment auprès peut-être des aménageurs ou de la municipalité pour permettre d'aménager des lieux qui soient ouverts, mais dont la principale limite ne porterait pas sur il y aurait des jeunes, donc on ne fait pas, il y aurait ça, donc on ne fait pas. Quelle place vous avez pour que vraiment ces espaces soient plus agréables dans leurs aménagements et plus ouverts, alors, pour prendre plus de risques. Moi, je n'interviens pas dans ce que je fais sur la politique urbaine berlinoise, et puis j'ai pas un rapport directement avec le Sénat ou sur ce genre de questions, mais je les connais évidemment un petit peu. D'abord, il ne faut pas oublier quelque chose. Le Land de Berlin, c'est 9 fois la ville de Paris, et en population, c'est 3 fois moins dense. Donc vous avez de la place. Vous avez de la place pour de l'expérimentation. Vous avez de la place, tout au moins pour le moment, pour permettre justement une appropriation par des habitants ou par des personnes de certains lieux. Je pense par exemple à l'ancien terrain de l'aéroport de Tempelhof. L'ancien terrain de l'aéroport de Tempelhof, c'est grand comme le rocher de Monaco. C'est en plein centre-ville. Ça, il n'y a pas une construction. Et c'est pas près d'y en avoir, étant donné qu'il y a eu un référendum populaire il y a 1 an et demi qui a interdit au Sénat de Berlin de construire le pourtour. On peut discuter après si c'était bien, si c'était mal. Je pense que c'est plutôt une erreur de ne pas avoir poursuivi dans cette voie-là, pour d'autres raisons. Mais il y a de l'espace. Donc l'espace est beaucoup moins confisqué et surtout beaucoup moins sujet à des conflits d'usage du fait de son hyper-utilisation. Quand j'emmène des Berlinois à Paris, ils sont absolument effarés du nombre de personnes qui se trouvent dans le jardin du Luxembourg. On n'est pas du tout ni dans les mêmes échelles d'usage, ni dans les mêmes échelles de densité. Donc c'est très difficilement comparable. Il est clair que dans des zones où l'espace public est un bien rare, il est sûr que la concurrence pour cet espace public est beaucoup plus forte. L'espace public, il est beaucoup moins un bien rare à Berlin. Et là, peut-être pour illustrer ça, et ce sera peut-être le point d'orgue, je vais montrer la toute première photo que je n'ai pas montrée. Je vais faire un passage rapide en arrière. Je vais montrer la toute première photo qui peut-être serait un joli point d'orgue à ce que vous venez de dire et à ce qui est au niveau de l'utilisation de l'espace. Voilà. Ça, derrière, c'est le palais du président de la République. Devant, ce sont des migrants, notamment d'origine turque, qui font le barbecue. Et bien, de temps en temps, M. Joachim Gauck, avec sa femme qui est venue, ils descendent sur la pelouse et ils vont manger une saucisse avec les gens. Et bien, ça, c'est un autre rapport à l'espace. Parce que, tout simplement, cette ville le permet. Et on a la tradition. Eh bien, nous allons finir là-dessus en remerciant très vivement Gilles et Jean pour leurs interventions. Merci d'être venus. Sachez que vous pouvez revoir ce 5 à 7 sur YouTube et on va vous communiquer les liens pour que vous puissiez le faire si vous le souhaitez. Merci encore. Au revoir.